À quoi vous avez envie de ressembler comme groupe ? Quel type d'organisation vous souhaitez mettre en place ? La culture, ça peut être un avantage compétitif, en fait. Et que c'est certainement un des éléments le moins copiable. Non, il n'y a pas de culture groupe. En tous les cas, je réponds non à cette question si on entend par cette question le fait d'avoir une culture unique qu'on aurait souhaité installer à la création du groupe pour dire voilà, nous ne faisons plus qu'un et il faut absolument qu'il n'y ait plus qu'une culture qui existe et qui finalement d'ailleurs annule, j'ai envie de dire, la culture des maisons. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside c'est un podcast mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode et d'ici là, bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez Vive. On va rentrer dans qui vous êtes, le groupe Vive, etc. dans un instant. Mais avant ça, on a eu un échange pour préparer cet épisode. Et dans ce que vous m'avez dit, quelque chose qui m'a frappé, vous avez pas mal de convictions au sujet de la culture entreprise. C'est pour ça qu'on se parle aussi aujourd'hui. Il y en a une qui est restée, qui est le fait que pour vous, la culture d'une entreprise, c'est un des deux piliers de sa performance, aux côtés finalement de la performance financière et peut-être classique d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Oui, alors avant toute chose, peut-être merci pour cette invitation et mon opportunité de pouvoir parler de ce sujet. Peut-être pour repréciser la question, en fait, ce que j'ai voulu exprimer, c'est que pour moi, en fait, stratégie et culture sont indissociables. Donc, c'est pas tant la culture face à des aspects financiers que stratégie et culture sont indissociables. Et je pense que c'est dans la qualité de ce lien et de la cohérence de ces deux éléments que ça va générer plus ou moins de performance. Et du coup, quand on a un lien et une congruence importante entre stratégie et culture, il me semble que c'est là où on peut maximiser la performance, notamment parce qu'on va aussi maximiser en fait l'engagement des équipes et donc in fine, la performance de l'entreprise. Et il y a un deuxième sujet, c'est que là où la culture aussi, à mon sens, intervient, en tout cas joue un rôle sur la performance, c'est typiquement dans le cadre de transformation, de réorganisation, où finalement la culture, elle a ce rôle de boussole, de flotteur, voilà, quelque chose qui assure une forme de flottaison et de résilience pour l'organisation. Donc là aussi, c'est autre chose, mais à cet endroit-là aussi, il me semble qu'elle est un ingrédient de la performance. Complètement. Et juste pour revenir sur ce lien entre stratégie et culture, finalement, du coup, est-ce qu'il faut avoir une stratégie qui soit adaptée à la culture de l'entreprise, ou est-ce qu'on peut transformer la culture pour la rendre compatible avec l'exécution de la stratégie ? Eh bien, moi, je pense qu'en fait, on peut la transformer, mais déjà, faut-il la connaître et déjà, faut-il en avoir pris conscience. Et peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que bien souvent, elle n'est pas tellement regardée. On va évidemment construire une stratégie, mais on va pas tellement se dire à quel point, quand on infléchit la stratégie, est-ce que du coup, on crée un espèce d'écart avec la culture. Voilà, donc c'est plutôt que il me semble que les dirigeants doivent avoir en tête de penser aux deux. Et pour avoir vécu, je pense, dans des entreprises où j'ai vu quand vraiment, finalement, la culture est un objet d'attention des dirigeants aux côtés de la stratégie, à quel point ça crée vraiment de la performance et beaucoup de différences, en fait. De singularité pour l'entreprise. Exactement. Effectivement. Justement, en parlant de singularité, pour ceux qui nous écoutent ne vous connaissent pas encore, très simplement, est-ce que vous pourriez d'une part vous présenter et d'autre part nous présenter Vive et le groupe qui va avec ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Cécile Lassucarois. J'ai fait toute ma carrière à ce stade dans la fonction RH. J'ai eu la chance d'occuper des postes à la fois très opérationnels, où j'ai vraiment appris le métier, et puis dans des rôles aussi
plus corporate, on va dire, comme on aime bien, le dire dans des grands groupes. Et puis finalement dans ce parcours, heu, le hasard un peu a fait que, j'ai eu l'opportunité de contribuer à des enjeux de transformation ou de création de structures, Mmh. dans des environnements assez complexes. Donc peut-être voilà, c'est ça le fil rouge de mon parcours, donc des environnements souvent multimétiers, multiculturels, et dans des contextes de rapprochement où justement, c'est intéressant de voir ce qui va se passer, sur ce sujet de la culture quand on rapproche, 2 entreprises. Mmh, complètement. Donc voilà, sur, qui je suis et effectivement pour dire un mot de Vive, qui est pas, forcément, un groupe, très connu. Donc moi j'ai rejoint Vive en 2019, je suis devenue DRH du groupe en 2021. Vive, c'est, le premier groupe mutualiste français de protection, sociale. C'est plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, 45 000 collaborateurs autour de 3 grands métiers. Un premier métier, qui est, l'assurance et essentiellement l'assurance de personnes et là avec des marques assez connues, que sont, Harmonie Mutuelle, la MGN ou MNT. Un deuxième grand métier, qui sont les métiers du soin et de l'accompagnement. Donc ça, pour expliquer, de quoi il s'agit, c'est, finalement, tous les métiers qui vont accompagner tous les moments de la vie, de la naissance au décès, si je vais très, très vite. Et puis, un troisième métier autour du logement social. Mmh. D'accord. Et donc, peut-être pour finir sur Vive, l'élément qui nous rassemble, c'est, une raison d'agir qu'on a souhaité, construire autour de, rendre la santé accessible au plus grand nombre. Mmh. Et justement ce groupe, on en parlait, c'est un groupe qui a été constitué finalement, alors j'allais dire assez récemment, maintenant c'est bon 2017, c'était déjà il y a 8 ans, donc ça ce qui nous rajeunit pas, mais il a aussi regroupé des structures avec des identités et des métiers, qui sont différents. Aujourd'hui vous êtes DRH du groupe. Est-ce qu'il y a une culture du groupe? Et il y a cet aspect de raison d'agir, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous décririez la culture du groupe Vive? Alors du coup, je pense que déjà, je vais faire une réponse un peu de normande à cet endroit parce que la première réponse qui me vient, c'est, non, il y a pas de culture groupe. En tous Mmh. les cas, je réponds non à cette question si, on entend par cette question le fait d'avoir une culture unique, Mmh. qu'on aurait souhaité installer, à la création du groupe, pour dire voilà, nous ne faisons plus qu'un et Mmh. il faut absolument qu'il n'y ait plus qu'une culture, qui existe et qui finalement d'ailleurs, annule, j'ai envie de dire, la culture, des maisons. Donc Il y a un si côté c'est annulaire en place effectivement, voilà. oui. Donc si c'est ça, bah non. Mmh. Et en plus, j'y crois pas du tout, mais j'y reviendrai, je pense plus tard, ça nous correspond pas du tout, je Mmh. pense dans nos modes de fonctionnement. Mais si, il y a des éléments de culture dans ce groupe, bah, je peux aussi répondre «oui». Mmh. Parce que, effectivement, moi je pense que, et la culture ça s'observe, hein, c'est pas hyper simple à définir, mais effectivement je pense qu'il y a des traits, culturels communs et à mon sens, déjà par le fait qu'on est un groupe mutualiste, qu'on a finalement quand même un socle de valeurs, qui nous rassemble et un socle de valeurs auquel on est attaché Mmh. et bien ça crée quand même un commun. Donc de ce fait, je pense qu'il y a des traits culturels communs dans le groupe et puis effectivement, bah, comme vous le disiez et comme je le disais juste avant, il y a aussi un projet, qui crée, Mmh. ce lien et finalement ce commun où on a tous envie d'œuvrer, face à cette raison d'agir. Donc voilà, donc Mmh. je pense que, oui, il y a quand même des traits culturels, quand bien même on n'a pas travaillé le sujet de la culture, groupe, de manière, enfin, comme un projet Mmh, qu'on quelque chose aurait, qui soit englobant et exactement. qui remplace à la parce qu'on quand on parle de culture, on parle assez vite d'identité aussi Mmh, et même souvent de marque derrière. Donc quelque chose qui remplace, enfin, qui remplacerait, les exactement. identités MGN, Harmonie Mmh. Mutuelle et cetera dont on a parlé et parce qu'effectivement, quand on procède à des constitutions de groupe, des rapprochements de sociétés et cetera, il y a tout un panel de stratégies culturelles qu'on peut avoir qui vont effectivement de l'absorption pure et complète jusqu'à, le maintien d'entités séparées avec des centres de coûts mutualisés. Pourquoi finalement avoir fait le choix de faire coexister, plusieurs cultures, même en s'appuyant sur un dénominateur commun avec les valeurs mutualistes et cetera? Et surtout, comment est-ce qu'on parvient du coup à garder une unité? Et jusqu'à quel point c'est souhaitable? Mmh. Et bien, enfin, du coup, je pense que ça tient justement au lien de cohérence Mmh. entre,
stratégie et culture. Mmh. Et donc en fait, pour moi, la première question à se poser, hein, sur ce sujet-là, c'est déjà de savoir, et ça, c'est une question assez stratégique d'ailleurs, enfin, à quoi vous avez envie de ressembler comme groupe? Quel type d'organisation, vous souhaitez mettre en place? Est-ce que, typiquement pour vous, le fait d'avoir plusieurs métiers, de vouloir garder, une subsidiarité dans la décision Mmh. et cetera, est quelque chose de souhaité, de souhaité ou pas? Donc, vu l'organisation, du groupe, et nous, clairement, on a fait le choix d'être une organisation, décentralisée, hein, parce qu'on souhaite, être proche du terrain, avoir des décisions qui sont, je dirais, voilà, les plus en conscience des contextes métiers qui sont extrêmement différents. Quand on parle d'assurance, de soins et d'accompagnement et de logement social, franchement, c'est pas du tout la même chose. Du coup, on n'a pas les mêmes stratégies enfin, on peut pas faire une Mmh. stratégie unique. Donc pour moi, c'était très cohérent de se dire qu'on va pas créer une culture unique. Mmh. Si on avait été, dans un projet de fusion, bah, sans doute que ça aurait été assez cohérent de se dire que là, on va essayer, voilà, aussi d'avoir une culture unique. Mais c'est pas du tout notre projet. Donc pour moi, ce serait totalement, orthogonal finalement de se dire, on souhaite un groupe décentralisé parce qu'on croit que c'est ça qui crée de la valeur, hein, dans notre Mmh. contexte, nos métiers et cetera, et en parallèle, on fait le choix d'une, culture, unique, donc du coup, finalement, d'être dans une vision hyper verticale, alors qu'en fait, on essaye d'être dans une approche très horizontale. Mmh. Voilà. Ce qui effectivement aurait été, assez incohérent Voilà, en exactement. Donc de fait, voilà, pour moi, mmh. c'est pas, le sujet de vouloir créer une Mmh. culture unique, en fait. Bien sûr, et c'est aligné avec, j'imagine, du coup, enfin, vous parliez de singularité et de différenciation. Il y a aussi ce sujet-là dans la manière qu'on peut avoir, bah, de simplement servir, les assurés, les clients du groupe et de ces différentes mutuelles. Parce qu'il y a aussi un côté pour, quelqu'un de «normal» entre guillemets, il y a assez peu de chances qu'il pense à sa mutuelle, tous les jours et qu'il soit capable de faire une différence entre les différentes enseignes spontanément Mmh. sur un argument autre que le prix. Donc justement, comment est-ce qu'on mobilise, le fait d'avoir cette culture et ces cultures, cohérentes, qui vivent ensemble pour justement différencier, le groupe, ses marques et cetera au regard de la compétition? Bah, après voilà, enfin c'est nous en tous les cas, on a fait le choix, du multiculturel, Mmh. voilà. D'ailleurs, c'est ce qui me semble, finalement être assez, cohérent avec, la vraie vie, en fait. Je pense qu'on baigne, à chaque fois comme ça dans des environnements, finalement où il y a plein de cultures, hein, celle de votre famille, de votre entreprise, du club de sport dans lequel vous êtes. Enfin bon bref, voilà, vous appartenez aussi à plein de collectifs. Donc effectivement, en revanche, on dit pas par là qu'on n'essaye pas quand même, de créer une forme de sentiment d'appartenance, des collaborateurs, voilà, à ce groupe, et justement, on essaye de travailler, cette, sentiment, d'appartenance. Heu et ça, pour le faire, en fait, on on essaye vraiment de voilà, de créer des filières métiers et Mmh. de fonctionner en communauté et de vivre l'entreprise plutôt, comme un écosystème avec, des communautés, différentes, notamment, des filières par exemple, des filières métiers qui, elles, sont animées de manière plus transverse, où on fait se rencontrer des gens, où on fait, travailler les gens ensemble, Mmh. partager des pratiques et cetera. Donc ça, je pense que voilà, ça permet aussi quand même de créer, du lien, et de pouvoir gérer, ce côté multiculturel. Mmh. Mais après, voilà, ça peut être aussi intéressant. Alors là, je fais pas forcément, référence qu'à Vive, mais ce que j'ai pu observer aussi, dans des expériences passées, c'est que vous pouvez potentiellement aussi faire un atout de cette différence culturelle et de stratégies différentes. Par exemple, vous avez, potentiellement dans votre groupe 2 métiers équivalents, mais vous allez vouloir l'exercer de manière assez différente pour adresser des publics différents, avec des attentes différentes. Donc, par exemple, vous allez, sur un des métiers, vous allez développer une culture, je dis n'importe quoi, mais particulièrement digitale, Mmh. parce que vous voulez adresser une population, Forcément, oui. voilà, qui est, appétente à ce Mmh. type d'outils. Et puis sur tout un même métier, mais parce que vous voulez, compléter cette approche-là par exemple, de la proximité, bah, là, vous allez être beaucoup plus dans une relation, où vous allez mettre le service au centre, la proximité, le conseil et cetera. Mmh. Donc et voilà, et il y a des groupes
qui savent aussi utiliser, ces complémentarités avec des stratégies complémentaires qui approchent des clientèles assez différentes Mmh. et qui, de fait, ont des cultures, différentes et pourtant Complètement. ça fait groupe. Et effectivement, il y a ce côté, diversification des cultures internes pour adresser peut-être plus de segments, plus de préférences, et cetera. Et il y a aussi en externe quelque chose que je trouve assez malin et robuste dans cette stratégie culturelle qui sur le marché de la mutualité. Alors je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont suivi les évolutions du marché de la mutualité depuis 10 ans, mais c'est un marché qui se concentre beaucoup, avec plein d'acteurs qui se rejoignent, qui fusionnent, qui se regroupent et cetera. Et ça permet aussi d'avoir une certaine, robustesse dans potentiellement demain intégrer d'autres acteurs avec un on va dire un coût d'entrée qui va être beaucoup, plus facile à gérer pour une nouvelle entité que si elle devait complètement s'acculturer, Mmh. à la culture unique du groupe et cetera. Pour autant, j'imagine qu'il y a quand même des sujets de compatibilité culturelle et que enfin, on parlait de dénominateurs communs, de valeurs communes. Aujourd'hui, si quelqu'un, enfin une nouvelle, mutuelle devait intégrer le groupe Vive, ce serait quoi les critères que vous regarderiez pour vous dire: «Bah, là, ça peut marcher» ou à l'inverse, cette acquisition ne fonctionnera pas comme 2 tiers des acquisitions? Pourquoi 2 tiers des Parce que c'est un acquisitions? chiffre qui est qu'on a beaucoup quand on travaille avec des gens dans le M&A, qui est que 2 tiers des acquisitions ne créent pas de valeur. D'accord. Et c'est pas forcément que lié à des enjeux culturels, mais ça l'est aussi beaucoup. C'est-à-dire, Mmh. on va acheter une boîte, pour la techno, on va perdre la moitié de l'équipe. Derrière, on aura une coquille vide, quoi. Et c'est des Mmh choses qui se mh. voient pas mal sur des sujets M&A. D'accord, non, non, je connaissais pas, cette métrique-là, c'est intéressant. Bah, en tous les cas, effectivement, je pense que enfin, dans le cadre d'un rapprochement, moi je plaide, sur le fait qu'il faut effectivement regarder, ce sujet de la culture et regarder les écarts, donc dans toute opération, de rapprochement, quelle qu'elle soit. Alors effectivement, on peut présupposer que, dans un rapprochement de 2 entités, effectivement mutualistes, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va quand Mmh. même avoir un socle de valeurs qui fait qu'on peut être assez, bon, assez, confiant, dans, la capacité des Mmh. structures à se rapprocher. Néanmoins, je pense que, quelle que soit l'opération, mine de rien, ça se regarde, toujours. Et puis justement, faut aussi regarder, juste comment vous allez l'intégrer. Mmh. Moi, c'est ce que je trouve aussi intéressant, en l'occurrence dans des environnements assez décentralisés qui sont capables de gérer du multiculturel, c'est que mine de rien, vous avez pas besoin d'un alignement parfait et il faut déjà regarder si la culture de ce que vous, récupérez vous semble, déjà cohérente avec la stratégie business que vous allez développer et voilà. Et effectivement comment ce nouvel ensemble va vivre dans un ensemble, plus grand, mais à la limite, on peut aussi accepter qu'il y ait quelques écarts. Donc ça, je Mmh. trouve que c'est pas la même chose d'être dans des logiques, que je vais qualifier, on va dire, d'absorption où Mmh. là, voilà, ou justement des logiques de, nous on appelle ça des fois de faire union, enfin Mmh. en tous les cas, voilà, plutôt dans une logique un peu de construire un écosystème qui accepte quand même, des écarts culturels. Mmh. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en tous les cas, dans les opérations, qu'on a pu regarder ou qu'on a pu faire, voilà, c'est quelque chose qu'on regarde au travers, typiquement du type de leader, de leadership des dirigeants, c'est quelque Mmh. chose, qui nous semble important. Comment l'entreprise, prend la parole, quel Mmh. sujet, quelles valeurs elle défend et en s'assurant quand même que tout ça n'est pas, que de la poudre aux yeux évidemment. Et puis je trouve que dans les pratiques managériales, dans les processus RH, dans certains modes de fonctionnement collectif, vous détectez aussi assez Bien sûr. bien, des éléments culturels. Donc effectivement, ça me semble important de le faire parce que voilà, le risque c'est, et des ressources clés qui partent et aussi un engagement, qui s'étiole et notamment, dans des entreprises qui ont des cultures assez fortes Mmh. avec des gros enfin voilà, des sentiments d'appartenance ou fierté d'appartenance fort, bah, là, vous avez aussi un risque, c'est de détruire de la valeur, si vous n'avez pas justement été attentif à ça et à quel point il faut certes l'intégrer, Mmh. mais aussi la préserver pour que, Mmh. l'objet reste performant. Parce que c'est ça aussi le sujet. Voilà, moi, c'est ce que j'ai pu voir, à nouveau dans des vies précédentes. C'est que par moments, on voit bien que, des entités vont être rapprochées d'autres Mmh. et qu'il y a des éléments de la culture qui sont pas pris en compte et qui pourtant, Mmh. étaient, clairement, des éléments de différenciation, et donc de performance, en fait. Vous avez un exemple en particulier justement de ces éléments de culture qui sont trop souvent,
raté ou peu pris en compte? Bah, je après c'est aussi, en tous les cas, c'est des entreprises enfin, je pense en particulier, mais je pourrais pas la citer, une Oui, bien entreprise dans sûr. laquelle j'ai vécu, qui était, dans un grand groupe. On savait bien que l'histoire, pourrait un jour, laisser imaginer que, plus ça irait, plus il y aurait des phénomènes de concentration. Mmh. Et pourtant, quand on vit dans cette entreprise, on voit bien que, cet attachement à la culture, à son histoire, elle est vraiment, créatrice, Mmh. d'engagement et de performance. Voilà. Mmh. Et et effectivement, donc moi, je suis partie et je ne sais pas ce qui va se passer et donc je ne vivrai pas, Mmh, bien sûr. voilà. Mais c'est sûr que, voilà, ça reste, une expérience assez intéressante parce que je me suis toujours posé la question, c'est si à un moment, voilà, cette entité, voilà, était entre guillemets, un peu déconstruite Mmh. et pas vue, dans t avec cette singularité-là, qu'est-ce qui se passerait et est-ce que, Mmh. on observerait le même niveau, d'engagement des équipes? Ouais, c'est une question. Complètement. Et justement, là, dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est une culture en elle-même est très forte, très prégnante et entre guillemets, il faut composer avec et trouver à la fois une compatibilité. Si on arrive à le faire dès le début, c'est encore mieux. Mmh. Et ouais, dans tous les cas, enfin, ça va être difficile à transformer. Quand on parlait au début justement du lien entre culture, et stratégie, je mentionnais est-ce qu'il y a la question en tout cas de la possibilité de le faire dans l'autre sens? Est-ce qu'on peut faire évoluer une culture? Dans quelle marge? Pour se coller à quid d'une stratégie, quid d'une acquisition, et cetera? Et surtout, quels sont les bons leviers qu'on peut activer si c'est possible? Mmh. Moi, je pense que oui, on peut faire évoluer une culture. Hem, alors j'essaye de me référer à certaines expériences passées. En tous les cas, ce qui me semble important déjà, c'est, d'essayer de regarder précisément et de cartographier la culture que Tout à fait. voilà, qui est face à vous et peut-être mesurer justement les écarts, en quoi elle poserait problème ou pas par rapport à votre stratégie. Mmh. En l'occurrence, l'exemple que j'ai plutôt en tête, c'était, effectivement, une entreprise qui avait, je dirais qui s'était, développée de manière très, très rapide, Ouais. hyper processée et qui était vraiment dans une culture, de, très forte subsidiarité, très forte autonomie, Mmh. des équipes et cetera et en grossissant, qui avait dû, finalement, s'organiser et Mettre des voilà process et et mettre des process et effectivement, là, l'objet, c'était pas tant de, transformer la culture que de venir, un moment, la regarder et voir à quel point elle avait dévié mmh. par rapport à la stratégie, Mmh. mais de manière inconsciente, en fait. Mmh. Et là, l'objet, ça a été de se dire: «Qu'est-ce qu'on met en place et comment on vient, transformer un certain nombre de modes de fonctionnement?» pour alors là, c'était plutôt un retour à la culture Oui, c'est ça, d'origine, finalement. parce qu'il nous semblait que cette culture d'origine, elle était, enfin voilà, celle qui finalement, Mmh. amenait, le plus de performance, de performance. Et ça a été, voilà, un travail, autour de, l'organisation des équipes, du management, l'organisation du travail. Enfin, il y a plein, Mmh. d'éléments, qui ont été touchés et qui ont commencé à faire évoluer les comportements Mmh. et du coup, finalement, les comportements, voilà, sont un peu d'origine, ont commencé à réapparaître dans l'entreprise, qui s'était un peu, perdue en fait, Mmh. tellement elle s'était développée très, très vite, quoi. Mmh. Et j'imagine qu'il y a aussi la question d'enlever du coup des barrières qui se sont construites et cetera. Et c'est peut-être plus simple dans ce sens-là Peut-être, que ouais. si on avait dû aller vers d'une culture de l'autonomie vers une culture du process ou ce qu'on peut voir aussi, hein, des cultures très processées qui se disent: «On va innover, on ouvre tout» et cetera. Bah, il suffit pas de «le décréter» Exactement. entre guillemets. Donc Mmh mh. c'est effectivement pas toujours évident. Non, mais souvent, c'est aussi, au fond, une vraie prise de conscience déjà Mmh. qu'il faut faire et en fait, on voit que le sujet, il est souvent pas vraiment travaillé. Non, très peu. Mais Voilà. justement, Donc la prise de conscience, elle existe pas, mmh, en fait. parce que comme vous le dites, il y a ce côté, il faut déjà savoir quelle est la culture qu'on a. Si on arrive déjà à savoir ça, c'est très bien. Si en plus on arrive à savoir la culture entre guillemets «désirée» qu'on veut, là c'est encore un énorme, gap, on va dire. Mmh. Mais il faut faire ce travail, et justement, enfin, si des gens qui vous écoutent, se disent: «Bah, ce serait bien qu'on le fasse chez nous», vous leur conseillerez de commencer par quoi? Hem, bonne question. Pouf pouf, comment je peux répondre à ça? Bah, alors je vais peut-être me redire, mais peut-être vraiment pour moi, la
il faut commencer par déjà, la cartographie, en fait, et la comprendre. Ça me semble être, déjà la première étape. Donc ça, je dois avouer que je ne plébiscite pas une méthode, je n'en Oui, sais bien enfin sûr. voilà, je les connais pas, forcément, certainement pas toutes d'ailleurs, mais déjà de la cartographie et je pense que c'est, pas hyper simple. Mmh. Hem parce que finalement, je trouve qu'une culture, elle s'observe, elle se vit par moments. Je pense Mmh. que c'est un ressenti qu'on a aussi, dans les couloirs d'ailleurs. Mmh. Donc ce que j'ai vu en tous les cas des outils, qui, sont censés, cartographier la culture, je sais pas à quel point, je les trouve, Des outils où on vous fait répondre à des questions et à la fin vous avez une espèce de carte exactement, ouais, je suis pas exactement. fan non plus, Ouais, effectivement. voilà. Donc c'est quand même tout ça pour dire que, c'est quand même un exercice difficile. Donc, Mmh. Complètement. ça passe sans doute par de l'observation, par faire parler les gens, Mmh. voilà, c'est se balader aussi dans les couloirs, Mmh. hem, donc mais en tous les cas, c'est je pense déjà tenter. Mmh. Après, voilà, je sais pas forcément quel est l'outil le plus pertinent pour le faire, mais d'en faire une photographie. De venir la croiser justement avec, votre stratégie, le type de comportement que finalement cette stratégie, nécessite Mmh. et finalement ça va passer beaucoup par, essayer de faire évoluer des comportements en Mmh. fait, cette transformation Et culturelle. avec tout un paquet de leviers qui soient, enfin, pour beaucoup RH, dans la mesure de la performance, dans la fixation des objectifs, dans le recrutement, et cetera, effectivement. Et justement, dans l'exemple que vous citiez, juste avant, il y avait ce côté, on s'est rendu compte que la culture avait dévié. Et ça me fait penser à une phrase qu'un autre DRH qui est passé sur ce podcast m'avait dit, qui est que globalement, tu as toujours 6 mois de retard sur ce qui se passe vraiment dans la boîte, dans les analyses sur lesquelles tu te bases. Mmh. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites, dans ce poste-là ou dans d'autres, hein, mais pour justement pas, vous laisser dépasser par une culture qui évolue sans s'en rendre compte? Est-ce qu'on peut mesurer ça? Comment est-ce qu'on arrive à garder un œil aussi précis que possible sur l'état de la culture de l'entreprise? Alors peut-être qu'il y a quand même, je trouve, il y a quand même des outils qui existent et Mmh. en l'occurrence, peut-être des baromètres d'engagement. Mmh. En l'occurrence, c'était, aussi dans l'exemple que j'ai cité avant, un outil qui existait dans l'entreprise qu'on a mis en place chez Vive là, depuis 2 ans où on a vraiment demandé à toutes les maisons du groupe d'avoir Mmh. ce type d'outil après voilà, il y a un certain nombre de questions dans cet outil, qui je pense, nous permettraient, heu voilà, d'avoir des indications, Mmh. sur déjà parce que c'est quand même un baromètre d'engagement, donc vous regardez votre engagement, et en l'occurrence, dans l'entreprise, à laquelle je faisais référence juste avant, on le voyait, hein, très, très bien, Mmh. le désengagement s'installer petit à petit. Enfin, le trend, il était présent et pourtant, il y avait des plans d'action, voilà, enfin, on essayait d'ailleurs de demander à la RH des plans d'action RH, un peu de rému, un peu de je sais pas quoi, un peu de Mmh. formation, un peu de trucs. Mais en fait, l'engagement s'érodait, Mmh. au fil, des mois et des années. Cette entreprise, elle avait la chance, en revanche, d'avoir un baromètre d'ailleurs qu'elle faisait, alors par échantillonnage, tous les trimestres. Ah oui, c'est très Donc régulier pour le coup. il y Ouais. avait, Mmh. un pilotage assez régulier, mais au début avec, cette pente assez inexorable en se disant, «Bon, bah, voilà, c'est comme ça, c'est un peu l'histoire, on se réfère à, l'engagement global et tout ça». C'est le quiet quitting, quoi. Ouais, les gens démissionnent, C'est ça, on n'y c'est peut ça. rien et ouais. Mmh. Et puis finalement, je pense qu'à un moment, on s'est dit: «Bon, mais quand même, c'est quoi qui se joue vraiment?» Mmh. Et en fait, c'était, une entreprise qui avait la chance d'avoir, écrit beaucoup d'éléments de son histoire, en fait D'accord. et qui avait souhaité à sa création, hem, en fait, qui avait construit son modèle avec quand même des éléments culturels Mmh. qui étaient recherchés et à un moment, en fait, voilà, mais là, c'est plutôt aussi par, des discussions, par, ce que disent les gens, par, du Mmh. feedback, en voilà, le remontée même des partenaires sociaux où à un moment quand même vous vous dites: «Mais finalement, quand les gens disent ça, on est un peu loin de ce qu'on voulait à l'origine». Mmh, bien sûr. Voilà et voilà donc après, voilà, c'est comme tout DRH, c'est pas toujours simple de se construire, des capteurs Bien sûr. qui nous permettent de ressentir vraiment, ces éléments-là, mais je trouve que quand même dans les enquêtes d'engagement, Mmh. il y a des choses qui ressortent ou qui vous peut-être permettent de voir à quel point il y a de l'inflexion ou pas. Mmh. Par exemple, il y a un trait, heu, pour le coup, on pourrait dire presque culturel groupe, on retrouve dans toutes les maisons.
qui est fort, chez nous. On est, enfin clairement, au-dessus des benchmarks, c'est que je pense qu'on a une vraie culture, de l'inclusion. D'accord. Voilà, c'est, sur cet item qu'on a, la meilleure note, toutes maisons confondues. Mmh. Donc on va se dire, on peut le constater, je pense que c'est un élément de la culture. Oui, complètement. Voilà. D'ailleurs et quand on questionne, dans l'entreprise, je pense que ça nous est raconté parce que voilà, ces sujets-là, on les travaille, Mmh. on a régulièrement, des moments où on échange avec les collaborateurs sur ces sujets et je pense que, les gens, le vivent donc Oui, parce que c'est vraiment. rappelé qu'il y a des il y a de la parole, il y a régulière, il y a Typiquement des actes et puis exactement. Bah, typiquement, si on maintient cette question dans le baromètre et je pense qu'elle sera maintenue, bah, voilà, le jour où vraiment ça s'infléchit, voilà, ça doit nous donner des mmh, indications. Ça veut dire qu'il se passe quand même des choses à cet endroit-là. complètement. Voilà, après donc ça nous permettrait quand même de réagir. Bien sûr. Alors déjà, félicitations pour ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui a de moins en moins le vent en poupe quand on parle de diversité et d'inclusion. Effectivement, pas Donc en c'est ce moment en tous les cas. donc c'est très bien de savoir que chez vous, ça se maintient et que c'est même plutôt un point fort de la culture et justement, parler de singularité, ça en fait probablement aussi partie et ça en fera de plus en plus partie. Le deuxième point, c'est effectivement, vous disiez en tant que DRH, pas facile de se construire des capteurs. Les enquêtes d'engagement, à mon sens, et tout ce qui est quantitatif de manière générale, ça permet de sonner l'alerte, ça permet pas de comprendre, Mmh. pourquoi elles sonnent. Il y a ce besoin d'être capable de joindre du quali et du quanti, justement sur les bons sujets, parce qu'à l'inverse, on va pas faire des focus group toute l'année avec tout le monde sur tous les aspects. Ça va être un peu consommateur, puis à un moment donné, il faut aussi qu'ils aient du temps pour faire autre chose. Donc ce que je comprends très bien. Et il y a un autre point sur lequel je voulais aller, qui était qu'un un des ces capteurs de proximité, justement, c'est les manag ça peut être au niveau des managers. Et vous parliez de l'importance de la culture sur le leadership, les principes de management, et cetera, et cetera. On en a un peu parlé, donc je sais que c'est un sujet que vous avez aussi abordé. En fait, là-dessus, spontanément, il y a une approche qui va être de dire, c'est un peu, naturel, immanent, les managers incarnent la culture parce qu'ils sont managers et que c'est eux qui font la culture, ou une approche plus intentionnelle, qui va être de dire, on a une culture, on veut que notre leadership ressemble à ça, on veut que notre management ressemble à ça. Et donc, justement, enfin, dans votre réflexion, comment est-ce qu'on passe de principes culturels, aussi bien cartographiés et formalisés qu'ils soient, à des pratiques de management? Hem, alors en tous les cas, effectivement, même si, je disais, un peu en introduction qu'on n'a pas fait le choix, de travailler une culture groupe Mmh, unique et cetera. On a néanmoins fait le choix au sein, du groupe, de travailler autour d'un modèle de leadership mmh, pour nos dirigeants. Mais alors quand je parle des dirigeants, je parle quand même mmh, heu, une toute petite même partie de la population parce que, on va dire c'est, un peu plus d'une centaine, mmh, sur les 45 000. Donc je vise effectivement. vraiment une population qui est extrêmement réduite. Mais 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 effectivement, à un moment, on s'est dit quand même, et aussi à nouveau, hein, par rapport à ce qu'on est, à notre stratégie, à nos valeurs, eh bien, on a envie de travailler sur ce sujet, sur, quelle est notre vision du leadership? Quel Mmh, type de dirigeant on a envie d'être? Heu, à nouveau pour, essayer de partager des postures et des comportements qui soient cohérents mmh, avec notre identité, en fait. mmh, Et donc on a fait ce travail-là maintenant il y a plusieurs mois. D'ailleurs, on a fait émerger, ce modèle mmh, avec les dirigeants eux-mêmes en faisant un travail, de co-construction et donc ce modèle, il est déterminé. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple mmh. et d'assez, on n'a pas essayé de cartographier, je dirais, tout ce que doit être le leadership, hein, c'est pas ça, mais Ce qui est plutôt déjà assez, évanescent comme terme, c'est ça, hein, c'est ça, mais enfin après on peut autrement avoir des référentiels qu'on va retrouver mmh, partout. bien sûr. On a vraiment essayé de se focaliser sur justement, les quelques comportements qui pour nous étaient clés et Mmh, qu'on avait envie de faire exister, dans le groupe au sein de cette population. Donc voilà, donc et aujourd'hui, c'est effectivement un référentiel, on va dire, un modèle, heu, qui, heu, qui s'infuse petit à petit mmh, dans nos pratiques, parce que, on enfin ça va c'est pris en compte évidemment, dans nos recrutements, dans les mobilités, internes qu'on peut faire au sein du groupe et ça vient aussi nourrir, des dispositifs de développement, mmh. soit de développement individuel, soit de développement collectif. Donc voilà, donc effectivement, ça peut paraître peut-être un peu paradoxal, comme approche, je sais pas, mais bah, voilà, parce que on pourrait se dire: «Bah, là, à cet endroit, on veut être un peu, uniforme».
Oui, après alors justement, comment est-ce qu'il se présente ce modèle de leadership? Parce que j'imagine que, enfin, vous l'avez dit, vous n'avez pas essayé d'être sur tous les aspects du leadership et cetera. Le but est pas de mettre des fils et de marionnettes au-dessus de chacun des dirigeants et de faire qu'ils soient tous pareils, mais j'imagine que c'est d'aller vers une harmonisation des pratiques, hein, quelque chose que chacun peut s'approprier. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et du coup, c'est quoi par extension ce type de leadership, que vous voulez Heu, promouvoir chez Vive? En fait, nous, on s'est concentré à vraiment faire émerger, alors ça, c'est plutôt assez classique, hein, 4 grands champs d'action qui Mmh. nous semblent être importantes, chez un leader, dont 3 qui sont, vous allez me dire un peu, sans doute un peu bateau et qu'on retrouverait partout parce que, c'est, avoir une capacité à avoir une vision stratégique, une capacité à mobiliser, à transformer des équipes, Mmh. donc à intervenir sur des collectifs et puis, plutôt une capacité à mobiliser, plutôt, d'ailleurs des parties prenantes externes, Mmh. voilà, vivre dans un écosystème qui est, plus grand que le groupe. Mais la particularité, de ce modèle et c'est quelque chose qu'on met un peu au fronton, de tout ce qu'on fait, sur nos dirigeants, c'est qu'on met en revanche le développement, personnel au centre. Mmh. En disant que, pour être un bon dirigeant, en tous les cas, moi, c'est une de mes convictions, il faut avoir une capacité de remise en question. Donc alors, ça veut dire, c'est apprendre à se connaître, Mmh. savoir douter, et savoir se réinventer et cetera. Et donc ça, c'est très, très central, dans notre modèle de leadership. Et donc à chaque fois donc ça a fait émerger 4 grands champs d'action et après on a été zoomé sur, on va dire, 3 grands types de comportements, Mmh. attendus, D'accord. pour essayer, d'être assez simple. Mmh. Donc voilà, donc ça serait trop long de tous les évoquer, Ouais, bien puis sûr. c'est pas l'objet, mais en tous les cas, sa particularité, je pense et voilà et c'est vraiment de voilà, ce développement personnel qui est très, très central Mmh. de tout dans tout ce qu'on pense, en matière de développement de dirigeants. Bien sûr et ce qui en même temps est déjà potentiellement très singularisant aussi, parce qu'on pourrait très bien avoir une culture où, en tant que dirigeant, on dirait, «Ne doute jamais, applique à la lettre ce qu'on te demande et ne montre jamais aucun signe de faiblesse devant tes équipes». Absolument, mais c'est pas du tout le choix qu'on a Voilà, fait. mais comme quoi c'est pas si bateau que ça. Mmh. Enfin, il est très possible de faire, des choses très différentes et beaucoup de gens le font d'ailleurs et ce côté, développement personnel, je suis assez convaincu par ça aussi, ce côté, un un dirigeant et plus il est «haut placé» entre guillemets, plus il a intérêt de se faire accompagner, de se former, de se faire coacher et cetera. Mais oui, c'est une posture qui, de fait, est difficile à incarner, ça s'apprend dans le temps et ça passe par beaucoup de travail sur soi aussi. Mmh. Et un autre élément qui est aussi important dans ce modèle, c'est qu'on essaye surtout de se dire finalement c'est une forme de leadership collectif Mmh. et de faire comprendre que, on n'est pas allé, enfin avec ce modèle-là, on n'est pas en train de chercher, tout plein de super héros, c'est pas du tout le but. Mais c'est plutôt d'ailleurs, dans l'idée de se dire, quand on crée une équipe de direction, Mmh. est-ce que, on arrive à avoir des complémentarités? Et là, à la limite, quand on regarde l'équipe, pour le coup, on coche pas mal de cases de ce modèle et ça veut dire que voilà, cette complémentarité est effective, plutôt de se dire, on a, que des individus, entre guillemets, Que des «parfaits», rockstars, quoi. Mmh. voilà, c'est pas le but et donc ça aussi, c'est, un élément, important de ce modèle et on l'a pensé, comme ça, en fait. Mmh. Et ce qui vous paraît, applicable justement, à plus large échelle, au sein du groupe? Et ben c'est pas une volonté C'est pas une justement du volonté, coup. d'accord. Donc on a essayé de voir aussi comment ils s'articulaient Mmh. avec, il y a des modèles, alors souvent de management, Mmh. on a essayé de Justement. faire une différence entre, souvent c'est plutôt des modèles de management qui peuvent exister, dans un certain nombre de maisons. Il y en a pas forcément partout, mais beaucoup en ont Mmh. et c'est pour ça d'ailleurs qu'on tenait à se dire, au niveau, du groupe et pour les dirigeants, on est plutôt à aller, sur des sujets de leadership et d'ailleurs on a travaillé avec les dirigeants pour faire cette Mmh. différence un peu entre, management et leadership, et on a, fait ce travail quand même d'observation, en posant, ce modèle si on là aussi on n'était pas totalement congruent, Mmh. pardon, Ah, bien orthogonal sûr, ouais. avec, des modèles de management qui pouvaient exister, dans les maisons et pour voir si quelque part les choses, voilà, Mmh. s'emboîtaient un peu ou en tous les cas il y avait de la cohérence. Parce qu'effectivement tous nos dirigeants sont avant tout des dirigeants de maison, Mmh. mais aussi du groupe. Mais voilà, si à un moment ils s'y retrouvent plus ou quelque part ils ont, des attentes, de part et d'autre Mmh. qui sont pas du tout cohérentes, on aurait eu un petit problème. Mmh. Il y a que ce côté, oui, effectivement, décentralisation et subsidiarité qui fait que Mmh. plus, entre guillemets, on se rapproche du terrain,
plus, c'est ça, on a la culture qui est la culture d'une des maisons du groupe, y compris dans les principes de management, de proximité, et cetera, et cetera. Mmh. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Hem, bon, d'ailleurs, de manière générale, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'arrive sur mes questions, de fin, d'épisode que ceux qui écoutent connaissent. La première, c'est, je vous ai posé plein de questions. Est-ce qu'en retour, il y en a une que vous voudriez me poser, autour de ces sujets de culture d'entreprise dans leur acception, très large? Alors la question ou ma curiosité, c'est que finalement, mais on n'en a pas forcément parlé, mais par moment et ça n'a pas été du tout le propos, mais il y a un point qui m'interpelle toujours, c'est que par moment, on pourrait laisser entendre, et j'ai pas du tout dit Ouais, que ouais. c'est ce qu'on s'était dit, hein, mais qu'il y aurait, des bonnes et des mauvaises Ah, cultures. c'est un vaste sujet ça. Mais on sent aussi que peut-être il y a des cultures, qui sont, peut-être des cultures plus attendues ou recherchées par, on va dire, la société en général, enfin ou les Parce gens, qu'il les salariés, oui. plutôt, et voilà, et donc ça m'intéressait peut-être de savoir si vous captez des évolutions, des tendances à cet endroit? Alors, il y a forcément des évolutions, en ce moment. Enfin, au final, ce qui se passe dans le monde et la polarisation qu'on peut voir, n'échappe pas tellement au monde de l'entreprise. Sur ce côté, il y a des cultures attendues, par la société. Je ne m'aventurerai pas à prédire ce qui est une culture attendue par la société parce qu'au final, ça fait, 8 ans qu'on nous explique que les idées qui gagnent aux États-Unis ne pourraient jamais gagner, que c'est absolument impossible et visiblement, on ne sait pas ce qui se passe dans la société. Donc je me lancerai pas là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une exigence de positionnement qui est de plus en plus réelle, je pense au niveau des talents, des candidats et qui est de plus en plus qui est encore dur aujourd'hui à saisir au niveau d'une entreprise qui se veut un acteur neutre, apolitique, heu et qui donc finalement a pas trop à se mêler de ces sujets-là. Aujourd'hui, ça rentre par le prisme politique. En réalité, ça fait plusieurs années que ça rentre par les prismes de l'impact, de l'écologie, qui sont pas des sujets neutres et sur lesquels on peut très difficilement aujourd'hui se féliciter d'être neutre et continuer à attirer des gens. L'autre manière d'y répondre aussi, c'est que du coup, il faut que, et ça pour le coup, on en a beaucoup parlé. C'est-à-dire, il faut déjà que ce soit clair en fait. C'est quoi la culture? Qu'est-ce qu'on affiche? Et à quel point il y a une authenticité entre ce qu'on affiche à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est pareil, les gens ne pardonnent pas, en réalité, de passer du temps dans un process de recrutement, rentrer dans la boîte, se rendre compte qu'en fait, on leur a promis monts et merveilles et que c'est le 7e cercle de l'enfer à l'intérieur. Mmh. Enfin, ça pardonne pas et la marque employeur est hyper, endommagée par ça, très, très rapidement. Donc je dirais qu'il y a globalement une exigence et aussi un gain pour l'entreprise à se positionner clairement et qu'aujourd'hui, la tendance, elle est encore là. C'est-à-dire se demander qui on veut être, l'afficher clairement à l'extérieur. Et déjà, si on arrive à faire ça, et à être authentique, ça sera déjà très, très bien et ça sera sûrement beaucoup moins douloureux que d'essayer de se transformer pour coller à une image, qu'on pense qui est ce qui est attendu de nous. Ce qui Mmh. marche avec plein d'autres sujets que la culture entreprise d'ailleurs. Mais, et ça sera jamais une évidence, ça marchera pas et comme on l'a beaucoup dit dans cette discussion, il y a aussi ce côté, l'histoire de l'entreprise, elle est ce qu'elle est, la culture qu'on avait au départ, elle est ce qu'elle est, on pourra pas la changer. Donc comment on l'assume, comment on en fait une source de singularité et comment on la porte à l'extérieur pour attirer, les gens qui veulent ça et qui demandent ça et à l'inverse, peut-être aussi, repousser ou faire, barrière à des gens qui ne fiteront pas dans la culture, voire vont la faire changer dans un sens qui est pas celui qu'on veut. Mmh. Voilà, OK, sur ce merci. sujet. Je vous en prie, avec grand plaisir. Et ça m'amène à ma dernière question de fin d'épisode, qui est toujours la même, c'est, aujourd'hui, en tant que dirigeante, quel est le conseil que vous donneriez à un ou une de vos pairs, pour que lui aussi, dans son entreprise, puisse, faire de sa culture un levier de développement, un levier, qui soutienne sa stratégie, plutôt que quelque chose qui soit juste subi? Pour moi, le 1er point, c'est vraiment déjà de prendre conscience que la culture, ça peut être un avantage compétitif, en fait, Mmh. et que c'est certainement un des éléments le moins, copiable. À mon avis, voilà, on voit que les entreprises, elles se ressemblent un peu toutes, au fond. On a certainement toutes un peu les mêmes stratégies, les mêmes outils, les mêmes cabinets de conseil qui nous conseillent, voilà, et que, voilà, et ça, quand on prend conscience et on prend conscience à quel point, la culture, voilà, a un lien avec la performance, et on peut en faire justement un avantage compétitif, c'est pour moi, ce qui donnera envie à quelqu'un de revenir vers l'entreprise, ou pas, Mmh. et donc voilà, donc c'est vraiment de s'en préoccuper, heu, de manière concrète, et Mmh. comme un élément, voilà, indissociable, de la stratégie à nouveau. C'est ça le conseil que j'aurais à
à donner, quoi. La culture indissociable de la stratégie, effectivement. Ouais. Ça nous a En fait tous les cas, priorité égale entre culture et stratégie. Oui, et puis pourquoi pas un cercle vertueux en plus. C'est ça, Ce qui serait encore mieux. exactement. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.